On a une initiative en fait d'un lieu qui s'appelle le garage au centre de la Capitale. C'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes. Les autres plus une troisième personne de la Capitale. Ce qu'on voulait partager avec vous, c'était un étape autour du design et de l'innovation. Là, on va parler un petit peu de design, et c'est le design d'un espace, design et innovation, pour que vous puissiez un peu plus innover. On va aller vous voir. On va vous présenter ce design dans plusieurs temps. Dans le premier temps, en fait, on crée un lieu, en fait, c'est pour accueillir les gens. Donc, on va vous présenter comment on a conçu ce lieu. Tout d'abord, on l'a appelé le garage, c'est pas évident. On voulait quelque chose qui incarne, en fait, un lieu où tout le monde puisse innover. Donc, on l'a appelé le garage en référence à deux aspects. D'abord, le garage, c'est une pièce de votre domicile. Donc c'est attaché à la maison, c'est attaché à la sphère personnelle. C'est aussi généralement le lieu où on bricole, où on s'émancipe, on fait ses premières boules, on joue de la musique, c'est pas bonne. Voilà, donc tout est permis dans le garage. Et c'est aussi le lieu où on garde sa voiture, donc qui est ouvert vers l'extérieur. Ce qui nous a aussi ce qui nous aide beaucoup avec ce nom-là, c'est que c'est aussi l'endroit mythologique de la Silicon Valley. Sur les slides, là, c'est le garage où Hewlett et Packard ont créé HP en 1939. Si vous allez à Palo Alto devant ce lieu, en fait, il y a une belle qui est née de la Silicon Valley. Donc c'est vraiment un lieu emblématique. On veut dire aux gens, venez dans ce lieu, venez rêver, et comme on aime à dire, pourquoi pas changer de monde. Donc vraiment, il y a une incarnation dans le nom. Le nom est un des piliers du lieu. La deuxième partie, c'est que on ne veut pas s'inscrire un petit peu dans la mode des façades internes, ces mouvements sérieux qui ont du sens. Mais nous, on s'inscrit, on est une corporation, qui a des licences, on a un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes. On s'inscrit dans ce qu'on appelle la nouvelle ère de l'innovation, qui s'appelle Corporate Garage. C'est une classification qu'a fait Harvard, et c'est décrit dans un article d'Harvard de connu, qui a décrit l'innovation en 4 temps. Le premier temps étant celui de l'inventeur solitaire, qui perdure depuis que l'humanité existe. Et Gutenberg, etc., des inventeurs solitaires, l'ingénieur un peu fou, le savant fou qui va créer l'innovation. Le deuxième temps, c'est celui des gros laboratoires comme le MIT ou le Lab auxquels on appartient, donc qui ont commencé avec le siècle dernier et qui continuent à fonctionner. Tous ces temps, en fait, sont simultanés. Le problème dans ces grands laboratoires, c'est que même avec les moyens, en fait, avec les moyens, tout ça est une bureaucratie et une lourdeur dans le processus de l'innovation qui a donné naissance à la troisième ère, telle qu'elle était le garage de Packard, c'était l'ère des startups. On est libre de faire sans vouloir, mais c'est plus lié à cette bureaucratie et cette lourdeur. Le problème des startups, c'est après le passage à l'échelle. Une startup, c'est définir un premier produit mondial, mais après comment ça marche, ça se fait à l'échelle. Donc c'est pour ça que la quatrième ère, en fait, résout ce problème. Elle introduit une structure agile de start-up, mais dans une corporation, dans une grande entreprise. C'est ça, si vous vérifiez le produit au sein de cette structure agile, après vous mettez à l'échelle grâce au grand. Donc tout on s'intègre parfaitement dans cette quatrième ère de créer le garage de structure agile en interne, et qui va pouvoir essayer en interne faire le business unit et passer à l'échelle. Donc c'était vraiment passer du corporate avec du grand labo avec lequel on appartient avec Pierre au garage. Donc ce qu'on a fait, c'est une initiative qu'on a pris nous-mêmes de récupérer une pièce qui avait servi à un moment comme user là, on va récupérer un vieil établi, ça veut dire transformer quelque chose qui était un peu mort en quelque chose qui incite à l'innovation. Vous connaîtrez certaines machines, des imprimantes 3D, etc. Donc un lieu qui incarne cette innovation et qui va s'inclure et s'inscrire pleinement dans cette quatrième ère d'innovation. Donc plus qu'un lieu, c'est un parcours. En fait, quand on l'a designé, on a eu la chance de pouvoir récupérer une partie d'un espace qui est plus grand, qui existait avant. Ça vient de Creative Lab, dans lequel on fait des brainstorming et une sensibilisation.
On a fait avec Pierre, c'est renommer toute cette suite de lieux avec un parcours pour les gens qui vont venir innover. Le premier lieu, c'est la cuisine, en fait, le lieu où on peut se rassembler, prendre un café, socialiser. Le deuxième est dans la suite, on a fait le living, et puis on est toujours dans la référentielle de la maison, cette mélange de sphère personnelle et de sphère professionnelle. Donc le living va permettre la réalisation, le brainstorming. Et l'idée, c'est qu'après, vous avez le dispositif de garage qui est à votre disposition pour pouvoir tangibiliser ces idées. Donc c'est vraiment incarner le passage de l'idée qu'on aurait dans tout ce parcours vers la réalisation. Donc on a conçu ce lieu, il a été aménagé, il change souvent, tout est flexible, il y a plein de chefs de table sur roulette, on peut le moduler en fonction des besoins. L'idée, c'est vraiment d'incarner cette réalisation matérielle tangible et faire l'idée. Quand on a des chefs qui ressemblent à des établis, etc. On trouvait un peu des choses qu'on trouve ici avec l'image. Aussi, gérer un lieu, ça implique un certain nombre d'actions quotidiennes, un certain nombre de propriétés. Donc là, on a synthétisé un petit peu tout ce qu'on fait pour designer le lieu. Et je vais donner deux exemples avec à gauche les actions qu'on réalise tous les jours et à droite les propriétés. Donc, la saturation, c'est une technique en fait qu'on a employée. Vous voyez derrière cette photo, il y a un mur. On veut que les gens, quand ils viennent dans ce lieu, ils soient inspirés. Donc, on a utilisé une technique qui s'appelle la technique de saturation. On va afficher plein de photos, plein de codes d'entrepreneurs sur les murs, plein de photos, par exemple, les photos du Génaillot ou d'espace, un petit peu créatif. Pour vraiment que les gens, quand ils arrivent dans le lieu, en fait, ils soient baignés par cette ambiance. C'est une technique qu'on appelle la saturation. Un aspect important aussi qu'on a eu, c'est l'aspect stockage. Quand vous créez un lieu comme ça, il faut vraiment optimiser l'espace de réalisation, pas être embêté par le stockage de matériaux, etc. Donc on a vraiment travaillé avec Pierre pour récupérer une pièce annexe pour pouvoir stocker tout ce qu'il faut en termes de matériaux et du déchet supplémentaire, des tables, tout ça, pour vraiment optimiser. Donc là, on a rassemblé sur ce slide en fait toutes les actions et toutes les propriétés liées au lieu. Donc le premier temps, c'est vraiment mettre en place ce lieu, le concrétiser, le tangibiliser, faire qu'il soit l'incarnation en fait, de la réalisation propre dans la suite de l'idée. Le deuxième aspect, c'était on a créé ce lieu, on a pour que les gens viennent et qu'ils s'en servent. Donc le deuxième temps en fait, de création, c'était de canaliser en fait, ce parcours en fait, le plus efficace, donc de designer un process. Maintenant, on se dit, on se veut être une structure de type quatrième ère de l'innovation. On ne va pas introduire la démocratie, on ne va pas introduire des petites structures. En fait, le premier process qu'on a designé, vous voyez, il est extrêmement simple. En fait, l'idée, c'est plutôt d'inciter les gens à venir en disant vous avez l'idée, un problème, vous avez ce que vous avez chez vous en garage ou pas. Donc l'idée, c'est de les faire venir et de surtout pas filtrer les idées qu'ils ont envie de réaliser. Donc, ce qu'on leur demande, en fait, le process est comme ça, c'est de venir nous voir et de nous expliquer ce qu'ils ont envie de faire dans ce lieu. Il n'y a aucun filtrage, il n'y a aucune idée qui soit trop folle ou trop imbécile. On va les laisser faire eux-mêmes. Ça, c'est la première partie. Nous, ce qu'on veut dans ce dialogue avec eux, c'est vraiment de comprendre leurs besoins pour pouvoir les aider en termes d'outils, de matériel, etc. Par contre, ce qu'on demande en contrepartie, c'est qu'ils fassent bénéficier de leur expérience et des choses qu'ils découvrent, qu'ils font dans ce lieu. Donc, on a un réseau social interne qui s'appelle Engage, dans lequel on demande de s'engager. Donc ensuite, plus tard, quand on leur a expliqué comment fonctionnent les machines, comment ils peuvent utiliser les deux, ils travaillent seuls ou en équipe. Et après, je vais partager leurs travaux dans les... Dans la partie introduction, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a demandé les gens à essayer de classifier leurs besoins et leurs prix dans celui en trois aspects. La partie problème, c'est un problème. Qui dit problème, disons que un besoin d'innovation pour traiter ce problème. C'est le premier entrée dans le lieu. La deuxième, c'est j'ai une idée, je ne sais pas comment la réaliser, comment est-ce que je peux venir dans ce lieu pour la faire.
Et la troisième, c'est je peux avoir une idée très précise sous forme de projet. Je vais réaliser par exemple un Arduino qui va m'afficher à quelle heure passe le prochain bus sans ma porte d'entrée de la maison, etc. Donc, trois façons de rentrer dans ce lieu. Donc j'ai un problème qui peut être un problème perso ou un problème professionnel. J'ai une idée ou j'ai un projet. Donc en fait, avec tout ça, en établissant un lieu adéquat et un process minimum, on reprend les concepts de création d'une startup, on a créé ce qu'on appelle un minimum viable product. Donc pour nous, avec Pierre, on gère vraiment ce lieu, donc c'est une autre façon de voir ce process, c'est comme notre startup interne. Donc toute cette mise en place a été faite en designant le lieu et en designant un process minimum pour que les gens puissent arriver là avec quelque chose d'opérationnel pour pouvoir faire. On est arrivé à un stade où on a un premier prototype, et l'immeuble est là, les gens peuvent venir, poser leurs problèmes, leurs idées, leurs compétences, et ensuite rentrer dans un plan de dispositif. Maintenant, pour faire fonctionner, pour pouvoir diriger un petit peu ce produit, il faut itérer. Pour itérer, on va voir, on a mis en place des process pour gérer le lieu, ça nous a amené sur un premier niveau qui est le vrai design de l'expérience utilisateur. Nous, on est à la base ingénieur, on n'est pas designer, on prend un peu les pieds dans le tapis, on parle des marches, on revient finalement au stade où on est au centre de l'expérience de l'utilisateur, qui pour nous est l'employé de cette gestion. Donc, pour pouvoir faire sens de l'expérimentation, du prototype qu'on fait, des tests qu'on fait, il faut pour ça avoir des métriques, il faut collecter des données sur l'expérimentation qu'on fait dans le lieu. Donc, dès le départ, là, il y a des avantages en fait, le déroulé d'un an de l'idéation à la réalisation du projet. On a collecté toutes les métriques que nous avons sous la main. Donc, d'où viennent les gens, dans quel bâtiment ils sont situés, quel est leur profil, quel type de métier, quel projet, combien d'idées ils ont, est-ce que ça impacte le business ou pas, quels événements on fait, qui peut ou pas amener les gens à découvrir le lieu, est-ce qu'ils reviennent, qu'est-ce qui leur manque, pourquoi ils ne reviennent plus. On collecte dans un premier temps ces données en ayant une intuition des traces, des métriques à collecter. Ensuite, on en fait sens sur ce stade. Là, vous voyez par exemple, c'est la site principale, c'est du 7 en France, 100 000 personnes à l'élever dans l'école. Sur 5 000 employés, ici, vous voyez, on a touché depuis l'inauguration 2% de la population. Alors, c'est intéressant dans une approche d'une startup parce qu'on peut toujours tester sur des nouveaux arrivants d'expérience qu'ils ont vécu. Je pense que l'objectif à long terme, c'est qu'ils soient plus facilement à s'engager. Maintenant, on commet des erreurs et le métier peut quand même des erreurs. Un process qu'on pratique et comme Bertrand le présentait, comme on veut que le lieu incarne une démarche pour que les gens eux-mêmes la pratiquent, on est transparent aussi sur la façon dont on l'exécute. Et pour optimiser la gestion des ressources, en fait, on se met vraiment dans un système frugal. On n'a pas un budget infini, on a lancé le projet quasiment sans moyens, avec de la récupération. Et aujourd'hui, même si on nous propose de financer un peu plus, de donner plus de moyens, on s'interdit pour garder cette part de liberté, qui permet aux gens de proposer des projets qui ne sont pas chiffrés. Donc, on permet vraiment d'explorer un horizon large, de ne pas faire juste de l'innovation incrémentale, mais d'autoriser la discussion, l'innovation rupture. En même temps, c'est une démarche intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, une start-up, ça a besoin de lever des millions, qu'un premier prototype, ça a besoin de coûter des centaines de millions d'euros. Et nous, les premiers projets qu'on fait, on essaie de les faire à partir des ressources qu'on a. Les ressources qu'on a, c'est du matériel robuste, on a des postes informatiques, quand vous avez un employé qui a des frais de PC, vous avez des vieux disques durs, vous avez ici des lecteurs CD, des lecteurs d'étiquettes. On peut faire des choses avec, puisque ce sont des petites cartes qui contrôlent les moteurs, parce qu'il y a des matériaux, parce qu'il y a aussi des puces qu'on peut programmer. On a aussi des gens qui, comprenant les lieux, le font des dons. Donc on a des gens qui nous donnent des vidéoprojecteurs. Le lieu s'auto-améliore par ce qui apporte les gens. C'est très important pour nous. On veut que les gens, symboliquement dans un premier temps, en faisant des donations, entre guillemets, incarnent ensuite ce qu'ils vont apporter au lieu et à l'entreprise. Ils vont apporter, dans un premier temps, peut-être leurs compétences, leur passion. Dans un deuxième temps, ils vont apporter des idées, des projets. Dans un troisième temps, ils vont peut-être apporter des dream teams qui auront utilisé le lieu comme terrain de jeu.
Et en fait, en créant des équipes qui n'existaient pas dans une structure hiérarchisée et silotisée, ils vont peut-être créer des équipes qui vont fonctionner pour rencontrer les gens. Le deuxième aspect, on parlait d'une start-up, c'est le fait d'essayer rapidement, d'échouer rapidement, et surtout à moindre coût. Donc le lieu l'incarne, parce qu'on a fait quelques erreurs. On a aussi des start-upers, et j'ai ici un exemple plus bas, qui est en train de faire un objet avec nous, on parlait de dizaines de produits, et donc fait plusieurs dizaines de A à Z chez nous, c'est une start-up en résidence, on en parlera très rapidement après. Et eux, bon, ils partagent tout avec nous, mais c'est très intéressant de voir aussi les choix qu'ils font, les erreurs qu'ils commettent et comment ils restent. Et donc le troisième temps qui est arrivé pour nous, c'est de se concentrer sur l'engagement des utilisateurs. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en drainant des gens, il y a quelques-uns qui reviennent très souvent, qui quelque part étaient acquis dès le départ, ils attendaient ce lieu, ils savaient déjà lire le lieu, ils savaient comment l'utiliser, ils attendaient juste l'étincelle. Et il y en a beaucoup d'autres qui ne reviennent pas ou qui ne viennent pas parce qu'ils se disent c'est pas pour moi, ou j'ai pas la capacité, ou moi je suis pas ingénieur, je suis aux ressources humaines par exemple, je fais du test, du développement. Donc il y a beaucoup de gens qui s'autocensurent en disant maintenant l'innovation est cloisonnée. Et d'ailleurs c'est vrai que nous on est en train d'entrer l'innovation qui s'appelle Benal, il y a 8 prix Nobel, il y a énormément d'inventions mathématiques, ça peut être un petit peu bloquant pour certains en disant moi je suis pas un peu bon. Si sur le côté ça va pas trop vous intéresser. Donc on essaie vraiment de donner les gens à s'autoriser, à venir et puis à décomplexer en essayant des choses et en faisant. Donc pour travailler sur l'engagement, on travaille aujourd'hui sur l'expérience du lieu. Et pour ce faire, on a commencé à attaquer le problème à sa source. C'est-à-dire quand les gens viennent dans le lieu, comment on les accueille? Comment on fait en sorte que déjà ils comprennent qu'est-ce qu'ils vont trouver dans le lieu, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et pour ça, on s'est dit, on est parti sur le unique. Ça ressemble un peu à ce qu'avait fait Nodal aussi, refaire, refaire. Donc en fait, on est parti, on a eu une autre inspiration autour c'est un autre exemple de garage corporate fait par Blizzard Entertainment, on peut voir de France dans les vidéos. Ils se sont réinventés récemment en lançant un jeu de cartes en ligne qui faisait référence à Magic, un autre jeu de cartes. Voilà, toute cette inspiration-là, on s'est dit, le format ludique c'est intéressant, on a des lieux, on a la cuisine, on a une usine dans laquelle on peut laisser traîner des jeux de cartes. En fait, ces jeux de cartes ne sont pas anodins, parce qu'ils détiennent en fait toutes les ressources, toutes les compétences, toutes les méthodes qu'on peut trouver dans notre lieu. Donc c'est un thésaurus, dans un premier temps, les gens peuvent lire, comprendre, ah d'accord, c'est ça, le growth hacking, le design thinking, c'est ça. Voilà. Et ensuite, en deuxième temps, on peut se dire, ok, j'ai compris comment le lieu, qu'est-ce que le lieu propose, donc je sais ce que je peux utiliser. Mais en rajoutant une mécanique de jeu sur ce jeu de cartes, on a créé un site dédié, on peut améliorer ce jeu, il est en Creative Commons, vous pouvez créer vos propres catégories, vous pouvez télécharger, imprimer. L'idée, c'est d'amener les gens à jouer en fait avec une matière première décomplexique qui est des passions ou leurs problèmes. Donc, par exemple, partir d'une passion et en tirant des cartes, on stimule la créativité en provoquant des associations. Donc, ils vont tirer une carte, je sais pas, un exemple, quelqu'un qui voulait nous montrer que ça ne peut pas marcher à tous les coups, nous a dit moi j'adore le cinéma. Donc il a tiré une carte et cette carte-là envoyait une découpe systémique représentée par une machinerie qui découpe et dit ah oui tiens ouais, ça peut penser au film Saut, je pourrais faire un scénario qui utiliserait des machines numériques pour torturer quelqu'un, ça dépend de mon délire. Et bon c'est pas le meilleur exemple, mais il l'a fait alors c'est encore frais, hein, mais voilà, en fait en tirant ces cartes-là, d'un côté ludique il a vu en fait ce qui existait dans le lieu, il avait deux idées, et une fois qu'il a suffisamment de cartes pour se dire ok mon projet maintenant je l'ai bien délimité, je peux l'activer. En fait, c'est littéralement toutes les cartes en main pour venir le réaliser. Donc, il sait qu'il va trouver dans notre lieu tout ce dont il a besoin, puisque c'est ce qui a accompagné l'idéation. Il n'avait pas joué avec vous? Si, bien sûr. On peut le faire. Oui, après, je vais retourner. Il ne reste plus beaucoup de temps, je vais assez rapidement. En fait, l'exemple du jeu de cartes, c'est l'accueil. Donc, l'accueil, c'est un genre de la personne arrive dans le jeu. En réalité, là, je suis désolé pour ce slide, il est peut-être pas simple à lire, c'est un peu mal aux yeux. Il y a plusieurs concepts de design qu'on voudrait intégrer dans cette expérience-là. Parce que le jeu de cartes, c'est un exemple très bout de chaîne, enfin entrée de chaîne. Les gens arrivent dans le lieu, ils se comprennent, ils s'y projeter. Ce vers quoi on veut amener les gens, c'est les amener à monter en compétence. Donc là, on a créé les concepts du canal de flow de Siegfried Mihaly.
dans lequel, pour ne pas décrocher, il faut osciller entre quelque chose qui n'est pas trop dur ou qui n'est pas trop barbant. Et en fait, on oscille en ayant des challenges qui s'adaptent à notre niveau, sachant que notre niveau augmente. Et pour aller, pour nous, au Graal, à l'état ultime, qui est d'impacter la société, de s'épanouir, de monter en compétences, on doit designer tout ce chemin-là, sachant qu'on a commencé par ici. Ici, on a une partie apprentissage, qui peut être par exemple des petits ateliers pour apprendre à faire un objet en 3D, pour apprendre à faire du prototypage rapide ou à utiliser des méthodologies. Mais on a designé tout cet aspect-là avec, comme dans les jeux vidéo, en fait, le design d'une journée, la meilleure journée, on appelle ça, qui part de la découverte de l'inconnu, on va dire, et en l'accompagnant, aller sur une activité solo autonome, aller sur une activité de groupe, peut-être en créant des équipes, en aidant des gens dans des équipes, puisqu'on a des compétences complémentaires à l'autre, vers la création de quelque chose de nouveau, vers l'impact du monde. On a deux autres couches ici qui sont précisées. Donc ici vous avez le growth hacking, qui pour nous est important, puisqu'en fait ce lieu, on veut vraiment concentrer nos efforts sur ce qui a de l'importance. C'est-à-dire qu'on ne va pas aujourd'hui se concentrer sur ce qui va impacter le business, dans la mesure où on n'a pas encore touché plus de 2% de notre population d'employés. Il faut se concentrer sur ce qui compte, et pour ça, il faut des métriques, il faut comprendre ces différents phases. Le deuxième aspect, c'est vraiment un aspect HP ou ton pour la prochaine présentation de la c'est d'avoir vraiment un aspect ludique. Et donc là, je comprends qu'il faut que je termine ce petit ludique. Le ludique, il commence pour nous par un aspect très léger, hein. Ça va être le jeu de cartes, ça va être des petits projets de rôle, ça va être l'imprimante à café, la théâtre, avec les cartes disquettes, etc. On va se diriger vers une dimension interpersonnelle des projets, où la personne sur d'elle va pouvoir interagir avec d'autres, créer des équipes ou résoudre des problèmes d'autres personnes, pour aller ensuite vers le fun avec des challenges, avec des choses plus complexes qui, au final, impacteront l'entreprise. Pour terminer, en fait, cette problématique-là, on n'est pas seul à la porter. On a créé une association de grands groupes industriels, dont l'usine Néo fait partie, et pendant nos réunions, on amène tous les sujets qui nous intéressent les uns les autres. Ça, c'est un sujet qu'on a amené la dernière fois. Le schéma que vous avez vu, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Et comme vous voyez, bon, c'est l'association qui a vocation à grossir, ce sont juste les membres fondateurs. Alors, ça s'appelle Fab & Co. Hein, Fab & Co. Et donc, on se voit régulièrement, on échange autour de sujets aussi variés que la meilleure journée, que la sécurité des membres de l'usine IO, comment gérer ça au quotidien, et ça évolue en fonction des affinités des gens du groupe en France. Voilà, je vais arrêter là. Merci de votre attention. Je crois que c'est la question-réponse.